Fragment d'un discours révolutionnaire à l'école des trotskismes français par Jean Birnbaum. Aujourd'hui, des hommes dignes, nos copains, les Indochinois. En rempart d'eux, frêles fantômes flottant dans leurs vieux uniformes, ils vont pieds nus le long des rues de Sorgues, de Bergerac ou de Toulouse. Débarqués du Tonkin ou de Cochinchine, ces travailleurs forcés ont été réquisitionnés par l'Empire français au moment de la drôle de guerre. Et les voilà à présent parqués dans des camps, livrés par Vichy à d'anciens officiers coloniaux sans scrupules qui pillent leurs rations pour trafiquer au marché noir. Déracinés, sous-alimentés, souvent frappés par la tuberculose, ces milliers de forçats indochinois n'ont d'abord d'autre échappatoire que de déserter ou de s'auto-mutiler. Bientôt pourtant, ils vont découvrir de nouvelles formes de lutte au contact de militants trotskistes. Ceux-là viennent les chercher sur le lieu même de leur exploitation, à la sortie des salines, des poudrières ou des usines de papier. Organisant la solidarité matérielle, ils entreprennent aussi un vaste travail d'agitation internationaliste de façon à couper l'herbe sous le pied, tant des staliniens que des nationalistes vietnamiens. A priori perdu d'avance et mené par une poignée de militants, ce combat discret et tenace aboutit pourtant à la formation d'une phalange de révolutionnaires aguerris. C'est le fameux groupe Viet, longtemps orgueil et fierté du mouvement trotskiste français, dont un grand nombre, après-guerre et de retour au pays, tomberont victimes de la terreur stalinienne, incarnée là-bas par un certain Ho Chi Minh. Né dans un milieu de cultivateurs très politisé de la province de Binh Dinh, Wang Don Tri a bien connu Tatu Tao, grande figure trotskiste du mouvement de libération vietnamien, Wang Don Tri. Le trotskisme, c'est le passage de la lutte sur le plan national, placé sur le plan international. Donc, on luttait contre les colons français, non pas parce qu'ils sont français, mais uniquement parce qu'ils sont des oppresseurs. Donc, on a placé dans le contexte de la lutte de l'opprimé contre l'oppresseur, et non pas une lutte nationale ni ethnique. Voilà l'originalité du trotskisme là. Et surtout, là-bas, on s'est tombé sur quelqu'un extraordinaire. Cet homme s'appelle Tatu Tao. Il était mon professeur de français et de morale. Et c'est grâce à lui que j'ai eu quelques idées trotskistes. C'est lui qui m'a fait aimer la Révolution française. Et surtout, c'est lui qui m'a expliqué l'évangile. C'est un trotskiste athée qui m'a expliqué la parabole de la femme adultère, et puis qui finit par dire que celui qui n'a jamais péché lui jette la première pierre. Et c'est un trotskiste qui m'a appris ça, et ça m'arrête toute la vie. Et quand j'ai milité, j'ai l'esprit de tolérance, c'est ça. C'est cette parole de l'évangile, c'est extraordinaire, qui m'a été enseigné par un trotskiste. En réalité, moi, je suis dans une famille de gens qui ont lutté pour l'indépendance. J'ai un grand-oncle qui a été décapité parce qu'il a organisé une manifestation. J'ai un autre oncle qui est mort après 23 jours de torture. J'ai un autre oncle qui a été tué d'une balle dans la tête. J'ai mon frère qui a lutté, qui est un des membres fondateurs du Parti communiste du vietnamien. Et en 1945, il était battu par les troupes de Leclerc qui étaient arrivés au Vietnam à Saigon en 1945. Et après, il était assassiné par les staliniens parce que même comme membre fondateur du Parti communiste, comme il sympathisait avec les trotskistes, il a été tué. Les ennemis des peuples coloniaux sont nos propres ennemis. Ceux qui commandent l'assaut contre Saigon sont les mêmes qui font marcher la troupe contre les grévistes de Londres. Ceux qui commandent le corps expéditionnaire français d'Indochine, ce sont le général Cagoulard et membre des ligues fascistes d'Argentlieu et le général réactionnaire de Haute-Cloque, baptisé Leclerc, pour mieux camoufler ses attaches et ses origines. Secouons l'incurie des organisations ouvrières qui ne font de la solidarité qu'un vain bavardage. Faisons revivre les temps héroïques où les marins de la mer Noire faisaient échec à l'intervention des de Wendel et des Schneider contre la révolution russe. Le sort des peuples d'Occident et d'Orient est intimement lié. C'est pourquoi, dans le réveil des peuples coloniaux, nous saluons l'aube de la révolution prolétarienne, mondiale, triomphante.
Dans la lutte de classe, organe de l'Union communiste, 4e internationale, ancêtre de l'actuelle lutte ouvrière, 24 octobre 1945. Devenu boursier grâce à une loi votée par le Front populaire, Wang Dong-tri débarque à Marseille en octobre 1937. Quelques années plus tard, ce jeune et brillant ingénieur rejoint les trotskistes français. Wang Dong-tri. Je l'ai vu, l'effondrement de la France en 1940. J'ai vu des spectacles atroces dans les rues, les sonates. Mais les nationalistes vietnamiens, ils étaient contents que la France soit battue, parce que comme nationaliste. Et moi, grâce aux idées trotskistes, aux idées de l'internationalisme, moi, j'ai partagé les malheurs de la France. C'est pour ça que j'étais entré dans la résistance. J'avais des amis juifs qui habitent rue des Archives par là, des juifs allemands de Nuremberg. Le père était, il avait une usine de jouets, mais la fille, s'appelle Elisabeth, elle avait 18 ans, merveilleuse, belle. Ben, à cette époque, on présentait les juifs comme quelqu'un qui on est tordu et tout ça. Mais en réalité, cette fille, elle est blonde, les yeux, elle est formidablement intelligente, belle. Elle avait une sœur de 12 ans, ça s'appelle Adèle, et une autre de 8 ans. Et ils étaient déportés. J'ai assisté à la déportation à Auschwitz. J'avais un camarade à cette époque-là. J'ai dit, il faut faire quelque chose. Mais quoi? On n'avait rien. C'est curieux, on avait peur. Vous êtes jeune, vous ne savez pas ce que c'est que le terreur de cette époque. Il faut faire quelque chose, mais quoi? À cette époque, il y a des forces politiques vietnamiennes en France. Mais les forces politiques les plus solides, c'était des nationalistes qui marchaient avec les Allemands. Mais les autres forces qui étaient des communistes, ils marchaient avec le Parti communiste, des types aguerris, prêts à se battre. Mais ils attendaient les ordres, ils n'avaient pas d'idées. Donc c'est des gens qui ont des idées, mais ils sont allés dans une fausse direction. Et d'autres qui ont de la force, mais ils n'ont pas d'idées. Et nous avons quelques idées, on n'a pas de force. Si je me suis conduit assez correctement pendant la guerre, c'est grâce aux idées de Trotsky. En 1942, les Allemands, ils commençaient sans doute à manquer d'hommes, manquer de travailleurs. C'est pour ça qu'ils ont lancé les SDO, et puis ils ont formé la Légion arabe sous uniforme allemand et sous la direction du grand mufti de Jérusalem. Ils ont formé aussi une Légion hindoue. Et ils ont voulu former, peut-être sous le conseil des Japonais, parce qu'à cette époque, les Japonais avaient beaucoup de prestige, ils ont voulu former 2 divisions de Waffen-SS vietnamiennes. Alors que les nationalistes vietnamiens, ils marchaient avec les Allemands. Voilà, le raisonnement est ceci. Les Français nous bottent de derrière, et les Allemands bottent le derrière des Français. Pourquoi ne pas aller avec les maîtres de nos maîtres pour nous dépasser de nos maîtres? Moi, avec un camarade, on était faibles au point de vue matériel, au point de vue moyen. On a décidé de faire la contre-propagande, boycotter la formation de la FADNS. Les communistes étaient beaucoup plus forts que nous, mais c'est-à-dire donner l'ordre de ne pas toucher aux démocraties. Parce que si on lutte contre le colonialisme, on est obligé de toucher les Anglais et les Français, qui sont des puissances qui possèdent des colonies. Mais moi, j'ai dit, à cette époque, c'est moi qui ai écrit le premier tract. J'ai expliqué ceci, j'ai dit qu'en réalité, à l'heure actuelle, c'est la lutte contre le fascisme. Et le colonialisme, ce n'est rien d'autre que le fascisme du pauvre. Donc, marcher avec les fascistes allemands, soi-disant pour contre le colonialisme français, c'est une absurdité. Et c'est un crime. Alors, donc c'est moi qui avais écrit le premier tract pour expliquer aux Vietnamiens que lutter contre le colonialisme français, c'est juste. Mais moi, avec un camarade, je me dis que c'est incroyable. Si les Allemands arrivaient à former les 2 divisions de Waffen-SS vietnamiens, mais ces types-là, avec des idées ethniques et nationalistes, ils vont faire des dégâts énormes. Les Allemands vont aller les utiliser pour la répression. Parce que le fascisme ne peut vivre qu'en répandant la haine. La haine, c'est le terreau le plus favorable pour la croissance du fascisme. Alors nous avons appliqué ici, c'est que nous sommes contre le colonialisme, mais nous ne sommes pas contre le peuple français. Au contraire, nous voulons nous libérer avec l'aide du peuple français. Le peuple français, ils ont lutté contre les Allemands, donc on va
On marche avec le peuple français, non pas contre lui. Et on marche avec le peuple français pour qu'il nous aide à nous débarrasser du colonialisme. Donc il se trouve ceci, c'est que le travail qu'on a fait de propagande contre la formation de la jeunesse, ça a porté fruit. À l'époque de clandestinité, un tout petit écrit subversif avait beaucoup de valeur. La formation de la FFNS a été boycottée et a coulé. Les Allemands ont réussi seulement à faire 17 Vietnamiens sous uniforme allemand seulement. Et en 1943, il y a des Vietnamiens, c'était peu nombreux, ils allaient à Paris sous uniforme allemand. Et quand ils voient un Français qui ne lui plaisait pas, ils le votent de derrière. Il dit qu'au Vietnam, en Algérie, ils nous votent de derrière. Et bien, parce que sous uniforme allemand, les Français n'osent pas toucher en uniforme allemand. Et je crois que la plus grande fierté de ma vie, c'est d'avoir réussi ce travail. Gagné à l'internationalisme révolutionnaire au sein des auberges de la jeunesse, Michel Lequesne milite au Comité communiste internationaliste, ou CCI, l'une des deux principales organisations trotskistes pendant la guerre. Michel Lequesne. En plus, il y a eu un travail de la plus haute importance dont personne ne parle, c'est la base, la point de départ du groupe vietnamien. Et un des membres des CCI, c'était Wang Don Tri, dont le frère était aussi un trotskiste vietnamien qui était là-bas. Et alors, là, il s'est passé, dans cette période entre les arrestations de 1944 et mon retour à Paris, et il s'est trouvé ceci, que j'avais une amie d'enfance qui travaillait à la banque franco-chinoise, n'est-ce pas? Et c'est dans son bureau que l'étudiant Wang Dongtri venait chercher le courrier qui passait par la valise diplomatique de la banque de Haiphong à Paris. C'est une chose extraordinaire. Alors en plus, il parlait avec cette très jolie fille et a été tout à fait étonné de trouver à cette petite dactylo des idées qu'il n'attendait pas à trouver. Et elle lui a dit: ah ben vous savez, mon frère Michel, etc. Parce qu'on s'appelait frère et sœur, on se connaissait depuis l'enfance. Et alors, les étudiants vietnamiens qui avaient déjà été regroupés avaient commencé un travail sur les camps de la main-d'œuvre ouvrière indigène, où les travailleurs vietnamiens qu'on avait, travailleurs volontaires plus ou moins forcés, n'est-ce pas, qu'on avait amenés au début de la guerre pour remplacer les ouvriers mobilisés, ils étaient dans un camp où ils crevaient littéralement de faim, n'est-ce pas? Donc, alors ils avaient pénétré là-dedans, et avec un grand succès. Et ils avaient décidé d'envoyer un rapport à la Croix-Rouge à Genève sur le scandale qui représentait ces gens qui n'étaient ni des prisonniers de guerre, n'est-ce pas, ni des ennemis, etc. Et notre misère était telle qu'ils n'avaient même pas de machine à écrire pour taper ce rapport. Alors, Wang Dongtri s'est dit: je vais demander à cette fille qui est si sympa, qui a des si bonnes idées. Et elle a tapé le rapport pour Genève. Mais elle m'a écrit: il faut que tu rencontres, on ne disait pas vietnamien à l'époque, c'est un Chinois. Alors, je suis venu à Paris et on s'est rencontrés dans un restaurant de bar chinois, parce qu'il y avait le plus sûr, comme ça. Puis on a commencé à se tourner autour sur la situation politique, avançant, puis oui, puis à la fin, ce qu'il faudra, c'est une socialiste. Oui, mais elle dit: ah, le vrai, oui, elle dit: Lénine, et Trotsky, pouf, on se rencontrait. C'était vraiment complètement fou. Moi qui ai été surréaliste plus tard, n'est-ce pas, on appelle ça un hasard objectif de la première taille. Au début du mois de juin, au camp de Mazargues, les travailleurs indochinois ont déclenché une grève, doublée de la grève de la faim, pour protester contre la diminution des rations alimentaires. Le commandant du camp, un colonel français nommé Young, les a menacés d'appeler les troupes de répression allemandes pour fusiller 200 parmi les manifestants. Les ouvriers indochinois ont continué la grève et ont finalement obtenu satisfaction. Les ouvriers français doivent comprendre que nous, coloniaux, avons le même ennemi qu'eux, la bourgeoisie, qui nous exploite encore plus terriblement qu'eux. Pour nous, travailleurs indochinois, nous suivrons la voie tracée par notre camarade Tatu Tao
et la lutte de Saigon, persécutés parce qu'ils combattent pour la libération des peuples coloniaux, pour le communisme et la 4e internationale. Signé un groupe d'ouvriers indochinois dans La Vérité du 1er juillet 1944. Jeune intellectuel indochinois mobilisé par la troupe coloniale en même temps que ses camarades en 1940, Hang Kwa Khoi est employé comme interprète entre les travailleurs des camps et l'administration française. C'est alors qu'il fait la rencontre des militants révolutionnaires, et notamment de l'une des figures les plus fameuses du trotskisme français, Claude Bernard, dit Raoul. Hang Kwa Khoi. Je suis devenu trotskiste par un pur hasard. Je suis venu en France en 1940 avec les travailleurs vietnamiens mobilisés pendant la guerre pour remplacer les ouvriers français partis au front. Et je suis déserté après. Et je me suis réfugié à Suresnes. C'est à Suresnes, pendant l'occupation allemande, que je fréquentais des trotskistes français. Le premier que je connais, il s'appelle Raoul. Moi, j'étais devenu trotskiste par le hasard de l'histoire, parce que j'étais très maltraité dans les camps des travailleurs. On m'a soupçonné d'être communiste et on m'a même emprisonné pendant 3 mois et demi à Soc, dans le Vaucluse, comme propagandiste communiste. Et le plus drôle, c'est que je ne sais rien du communiste. Après, quand je suis devenu trotskiste, j'ai traduit le manifeste communiste pour distribuer dans les camps des travailleurs. Le marxisme, pour nous, c'est une libération. Et nous, avec le trotskisme, nous saisissons un autre aspect du marxisme, c'est son internationalisme. Et la libération du Vietnam est liée à la libération de l'exploitation des ouvriers français, les staliniens. Ils ne s'intéressent pas du tout au sort des Vietnamiens. Et c'est la première fois dans l'histoire du Vietnam que les trotskistes avaient la majorité dans les camps. On était presque les seuls à faire ce boulot. Lẽ tự nhiên là nhà văn phải kiếm được tiền để có thể sống và viết. Nhưng anh ta không có lý do gì sống và viết để kiếm tiền. Nhà văn không thể nào coi tác phẩm của mình là một phương tiện để hoàn thành. Littérature et révolution de Léon Trotsky, traduit et lu par Hang Kwa Khoi. Wang Don Tri. Une fois l'affaire de boycott a réussi, il fallait travailler chez les travailleurs vietnamiens. Parce qu'il y a 25 000 travailleurs vietnamiens dans les camps. C'était des gens qui étaient mobilisés pour venir en France pour faire la guerre 39-40. Et comme la guerre n'a pas continué, ils étaient restés paquets dans les camps. Ils vivaient dans des conditions absolument atroces. Les Vietnamiens crevaient de faim. Ça fait qu'au sein des travailleurs vietnamiens, il y a un moment de répondre et on va faire un travail chez eux. Et je crois que c'est le travail le plus extraordinaire qu'on a fait, c'était des locumènes, des sous-hommes, reconnus par eux-mêmes, des locumènes. Mais au bout de 2 ans de travail, grâce au parti trotskiste, ils sont complètement transformés. Des hommes qui sont devenus des hommes dignes. Pour changer, c'est eux-mêmes qui doivent changer. En tout cas, moi, personnellement, j'allais pour leur parler. C'est en 1943 j'étais allé là-bas. Mais quand même, ils avaient un certain respect. Là-bas, c'est une société, au Vietnam, c'est une société féodale, une société extrêmement hiérarchisée. Moi, j'étais un ingénieur de grande école. Mais seulement je viens là-bas, je couche par terre, je mange comme eux, je fais comme eux. Et ça fait de l'effet.
Au début, je leur ai parlé de le problème de l'émancipation, qu'il faut qu'ils apprennent. D'abord, la première chose, c'est qu'ils apprennent à lire et écrire. 95% ne savaient ni lire ni écrire. Donc la première chose, c'est de l'alphabétisation. La première séance, quand j'ai parlé à eux, j'ai parlé pendant 2 ou 3 heures. Et après, le gars, il a dit, est-ce que vous me faites obtenir une médaille? Moi, je viens pour apprendre aux gens, c'est l'égalité entre les hommes. Lui, il veut chercher une médaille. Il dit, pourquoi une médaille? Dans une société hiérarchisée, avoir une médaille permet de se mettre au meilleur endroit quand il y a une fête au village. Et puis, d'autres endroits. Mais je dis que je vais essayer pour supprimer toutes les médailles et vous me demandez une médaille pour vous. Il n'a rien compris. Alors, grâce à nous, dans tous les camps, il y a de 7h à 8h du matin, avant d'aller au travail, tous suivent un cours d'alphabétisation. Et avec ce Jacques-là, il y a un gars, un paysan, qui a 40 ans et il se trouve très vieux. Il dit, non, moi je ne fais pas partie des gens qui doivent savoir lire. Donc, il ne voulait pas aller suivre les cours. Il dit, faites ma foi n'importe quoi, toutes les corvées que vous voulez, mais je ne peux pas aller au cours. C'est trop difficile pour moi, c'est trop dur. Mais les camarades, ils attrapent par la peau du cou, puisqu'on a décidé démocratiquement que tu vas au cours, tu iras au cours. Alors il allait au cours, il a tenté de se pendre. Mais les copains, ils l'ont dépendu. Et puis il venait dormir dans sa chambre pour éviter qu'il recommence. Et puis le lendemain, tu vas au cours. C'est la démocratie chez les travailleurs, c'est ça. Mais 2 ans après, incroyable, on a trouvé le gars à Remiremont, dans les Vosges, dans son camp, en train de taper à la machine. Il nous a dit, des gens comme vous, je suis prêt à mourir pour des gens comme vous. Mais ce sont paysans qui disent ça, c'est pas des paroles en l'air. Il dit qu'il a trouvé le bonheur. Militant ouvrier chez Renault, Henri Benoît sera bientôt l'un des principaux piliers de l'activité anticolonialiste au sein du mouvement trotskiste, notamment pendant la guerre d'Algérie. Henri Benoît. Les premiers contacts, sans y être fortement impliqués, mais c'est l'action de militants trotskistes qui ont participé dans les camps des jeunes Vietnamiens mobilisés en 1939, je crois qu'il y en avait 20 000, qui avaient été mobilisés pour défendre la mère patrie, entre guillemets, et qui, dès 1940, ont été internés dans les camps, là, dans le centre de la France, là, du côté de la Dordogne, enfin quelque part par là. Hein. Et dès la libération, dans tous ces camps, en liaison avec leur propre aspiration, la guerre étant finie, à retourner chez eux, il y a eu dans les camps la constitution de groupes, hein, dans lesquels s'est formée une association impulsée par des trotskistes de ces camps, n'est-ce pas, et d'un groupe vietnamien qui est né et qui était, je dirais, sur des lignes opposées à ce que l'on appelle les lignes staliniennes. J'avais toujours conservé certains liens avec des militants vietnamiens qui étaient effectivement membres de la 4e internationale, donc du Parti communiste internationaliste de l'époque. Et quand je suis rentré chez Renault en 1950, je dois dire que tous les midis, je me retrouvais pendant l'heure du repas avec les copains vietnamiens où on discutait longuement, au moins ceux qui parlaient français, voilà. Et ainsi que les cellules trotskistes qui existaient chez Renault, dans lesquelles ils participaient, au moins pour ceux qui parlaient français. Je suis d'une tradition qui est profondément enracinée dans la classe ouvrière et surtout dans les aspirations des plus pauvres de cette société. Voilà. Ce qui fait qu'aujourd'hui, je peux faire le lien entre mes premiers camarades vietnamiens de 1945 aux sans-papiers d'aujourd'hui et aux réfugiés qui viennent en France essayer d'échapper aux dictatures dont ils sont victimes dans différents pays et qui me permet de faire un lien et de justifier toute mon action depuis j'allais dire maintenant presque 60 ans. Et c'est ce combat partagé avec des camarades vietnamiens de l'usine Renault sortant des camps, avec les camarades algériens du MTLD qui manifestaient le 1er mai 45, nous avions l'impression, entre Français, Algériens et Vietnamiens, de partager une lutte commune. Voilà. Alors, pour moi, ce sont des événements extrêmement exaltants, n'est-ce pas ? Je veux dire exaltants dans la mesure où j'ai le souvenir de tous ces camarades
hein, j'ai encore leur visage en tête, hein, même s'il y a plus de 57 ans aujourd'hui, qui me rend encore profondément internationaliste et qui me dit ma vie n'aura pas été inutile d'avoir été à leur côté.